Salut, moi c'est Marjo. Et moi c'est Justine. Et puis on est les cofondatrices de l'OSBL Sors de ma tête et aujourd'hui on est très excités de vous présenter une vidéo sur laquelle on travaille depuis maintenant plusieurs semaines. Oui, en ce 11 février 2023, c'est la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Alors notre vidéo va porter sur ce sujet, donc en l'honneur de cette magnifique journée. Oui, et puis justement, donc en étant deux étudiantes, deux candidates au doctorat en recherche en santé mentale, dans un domaine de recherche en santé mentale, Justine et moi, on finit par se poser des questions, on a fini par avoir plusieurs discussions entre nous, mais aussi avec des collègues dans d'autres domaines de la santé, dans d'autres domaines des sciences. Et puis souvent, ce qu'on réalise, c'est que, bien, il y a beaucoup de questions qu'on a par rapport justement à qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça l'implique d'avoir une carrière en recherche en tant que femme. Et puis pour répondre à ces questionnements, donc on a invité des femmes à venir nous parler de leur carrière, de leur trajectoire, donc de comment est-ce qu'elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui et ce qu'elles projettent. Donc on est très excités de les recevoir. Oui, puis on a pris des femmes qui nous inspiraient, puis qui avaient des parcours différents, qui proviennent de générations différentes. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir l'évolution de la place de la femme en sciences, surtout en sciences de santé, puis en sciences sociales, exactement. Et donc, pour justement avoir des discussions enrichies, puis pour vraiment inspirer toutes les filles et les femmes venant de tous les backgrounds différents, donc on a vraiment tenté d'aller chercher ou d'aller discuter avec des femmes qui faisaient partie de la diversité. Quand on parle de la diversité, on parle tant de diversité culturelle que diversité de genre. Par contre, donc, avec tous les critères qu'on avait, donc devait être francophone, devait être disponible dans des temps relativement restreints. Donc souvent, c'est des femmes qui sont très occupées. Donc malheureusement, on n'a pas été capable donc d'avoir leur témoignage à eux et aller voir plus spécifiquement. Donc c'est quoi le parcours, c'est quoi l'expérience des femmes qui sont issues de la diversité. Je me présente, Roxane de la Sablonnière. Je suis professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal depuis 2005 et je dirige le laboratoire sur les changements sociaux et l'identité. Bonjour, merci de m'accueillir. Mon nom est Michèle Onergan, je suis stagiaire postdoctorale à l'Université d'Ottawa, à l'école de psychologie. Et je travaille dans le laboratoire de recherche sur le couple avec Marie-France Lafontaine. Là, je suis la directrice du département de psychologie de l'UQAM. C'est vraiment... c'était pas prévu dans ma vie. J'étais la première femme. Écoute, le département a plus que 50 ans. Ça a été que des hommes. Ça fait que ça, j'avoue que ça a été l'argument qui m'a le plus fait décider d'accepter de poser ma candidature à ce poste-là. Donc, depuis 2018, je suis professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et toujours chercheur à l'USNM. Donc, notre première question pour vous, est-ce que vous pourriez nous faire une courte présentation de vous, donc, qui vous êtes, votre domaine d'études, votre parcours académique? Mais moi, mon parcours a été quand même spécial. Quand j'ai commencé mon parcours, j'ai jamais pensé que je serais une femme en sciences. Donc, pour moi, d'avoir eu du succès puis d'avoir le privilège d'avoir le titre de femme en sciences, pour moi, c'est énorme comme accomplissement. J'ai fait mon doctorat à l'Université d'Ottawa et j'ai terminé en 2002. Je me suis toujours intéressée très jeune aux grands bouleversements sociaux qui affectent toute une nation, toute une collectivité. Et puis, j'ai fait ma thèse de doctorat, entre autres, en Sibérie. Donc, je suis partie avec mes 500 questionnaires dans le Transsibérien, 3 jours de train, à rencontrer plein de gens exceptionnels qui m'ont aidée là, à faire ma recherche. Puis, j'ai fait une de mes études de thèse en Sibérie. J'ai appris le russe aussi pour pouvoir mieux m'intégrer dans ce contexte-là. J'ai fait un baccalauréat en psychologie à l'Université McGill. J'avais commencé à l'UQAM, mais il y avait eu une grève, puis j'avais vraiment le goût d'avoir des cours. J'ai débuté mes études universitaires à l'Université McGill, où est-ce que j'ai fait un baccalauréat en psychologie pendant 3 ans. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre pour la recherche avec une première expérience, dans le fond, dans un laboratoire de recherche animale. Ensuite, je suis allée à l'Université de Montréal.
en psychologie. Alors, j'ai fait ma maîtrise avec donc le professeur Cardu. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai continué au doctorat pour travailler donc sur la mémoire, sur la consolidation en mémoire, en même temps que je faisais l'apprentissage de la clinique en neuropsychologie. Et au bout de 5 ans, ben, ils m'ont donné un emploi. Et ça veut dire que je ne suis jamais partie de là. Ils m'ont dit, ben oui, reste. Ça fait que j'étais comme neuropsychologue du jour au lendemain. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat dans le département de psychiatrie à l'Université McGill. J'ai travaillé dans le laboratoire sur les psychotraumatismes du docteur Alain Brunet. Donc, ma maîtrise, j'ai travaillé sur le traitement du docteur Brunet pour les troubles de stress post-traumatique. Moi, mon rôle, c'était pas mal de regarder comment on pourrait transférer cette forme de traitement pour d'autres types de psychopathologies, comme les troubles de consommation que j'ai fait durant la maîtrise et le trouble de l'adaptation à la suite des trahisons amoureuses pour mon doctorat. Et par la suite, j'ai poursuivi à la maîtrise en neurosciences, toujours à l'Université McGill, sous la supervision de Sonia Lupien. Et j'ai fait mon doctorat, toujours avec Sonia Lupien, à l'Université de Montréal, où est-ce que j'ai travaillé pendant mes études supérieures, principalement sur les effets du stress, des hormones de stress, sur la modulation des souvenirs négatifs. Je suis partie faire un postdoc un peu pour approfondir ça. Fait que je suis partie initialement pour une année à Boston, où est-ce que j'ai travaillé au Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, pendant une première année avec Roger Pittman pour justement mieux comprendre les populations qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Finalement, j'ai fait mon postdoc avec Nelson Butters, donc pendant 2 ans là, à San Diego. Et puis ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, ben, j'étais chercheur boursier clinicienne, évidemment, parce que j'étais à mi-temps à l'hôpital, mi-temps à l'université. Et puis jusqu'à temps que j'ai un poste à l'université là, à temps plein. Donc, j'ai commencé à l'UQAM en 92, donc à mi-temps. Et puis en 2000, là, j'ai eu un poste à temps plein. Voilà. Et puis pour moi, ça a été vraiment une révélation de comprendre que des grands bouleversements comme ça qui se produisent sur le plan de la collectivité, mais on devait, s'y attarder dans mon domaine de recherche qui est la psychologie sociale. Donc, on s'intéresse à l'individu, ses réactions dans un contexte de vie, dans un contexte social. Et puis, comment les gens peuvent rebondir lorsqu'ils vivent des épreuves très importantes, mais des épreuves où tout le monde les vit en même temps aussi. En 2016, j'ai parti mon laboratoire de recherche, le labo qui est le STEAM Lab, donc stress, trauma, émotion, anxiété, mémoire, parce qu'on travaille sur plein de choses, a 2 grandes orientations de recherche. La première, où est-ce qu'on étudie principalement les effets des hormones de stress et des hormones sexuelles et leur interaction sur les processus cognitifs et émotionnels. Notamment, on s'intéresse à la mémoire, aux émotions, à la prise de décision. Et dans un deuxième temps, on a un deuxième axe de recherche où est-ce qu'on va venir travailler davantage sur des populations cliniques ou à risque, en fait, de développer différentes psychopathologies liées au stress et à la peur, donc avec un focus, encore une fois, sur les troubles anxieux et le trouble de stress post-traumatique. Et maintenant, je continue donc dans le laboratoire de recherche sur le couple. Je continue à travailler sur les blessures d'attachement, les trahisons amoureuses et le fonctionnement de l'individu, donc les 2 membres du couple et le couple en général. Donc, pour la deuxième question, on voulait savoir, donc, quel est, selon vous, votre plus grand succès en tant que femme en recherche? Mon plus grand succès en tant que femme en recherche est tout récent. C'est cette année, j'ai soumis une application pour une bourse postdoctorale des CRSH, donc le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et donc, j'ai soumis cette application-là en 2021 pour cette compétition-là. Puis cette année, en 2022, j'ai reçu la bourse. Je me suis classée première. Et à cause de cela, je me suis fait nominer pour le prix Alice Wilson qui est accordé, je ne m'en souviens plus c'est quoi en français, mais en anglais, c'est pour Outstanding Academic Achievement for Women in Science. Quand j'ai obtenu ce prix, j'étais un petit peu discrète sur comment je l'ai annoncé. Comme j'ai dit, je l'ai dit à Marie-France, mais tu sais, je suis comme, tu sais, ce prix-là, ouais, je l'ai eu. Puis, ouais, tu l'as eu, ouais. Je suis comme, ouais, je l'ai eu. Puis, tu sais, j'étais invitée pour aller obtenir le prix à Calgary. Veux-tu y aller? Non, je pense pas. I was
Tu sais, j'étais comme renfermée, comme je veux pas me vanter. Ma meilleure amie Christine me dit, ben voyons donc, on y va. Mais tout le long, il fallait que je combatte ce sentiment-là de je veux pas me vanter, je veux pas être perçue comme une femme arrogante ou narcissiste ou parce que ça, c'est une autre affaire. Un homme se vante, là, puis powerful, puis leader. Une femme se vante, là, puis c'est une arrogante, puis c'est une bitch, puis c'est... Le plus grand succès, ben, du moins, de ce que je suis le plus fière, je pense que c'est un succès de labo, c'est d'avoir mis sur pied mon propre laboratoire, d'avoir pris cette décision-là. Pour moi, c'était super important. Et on a débuté, ben, je suis arrivée en 2016, fin 2016. Donc, début 2017, les premiers étudiants arrivaient. J'avais au départ 2 étudiants gradués avec quelques stagiaires. Et maintenant, 6 ans plus tard, ben, on est plus de 20, là, si on compte les étudiants gradués. Il y a plus de 10 étudiants gradués, des assistants de recherche, des étudiants de bac, une cohorte d'eau. Donc, il y a bien de l'action, il y a beaucoup de vie. Puis ça fait que toutes ces personnes-là évoluent au sein du laboratoire, puis peuvent s'aider aussi en développant chacun leur expertise. Mais c'est quand même des sujets connexes. Donc, moi, cette vie de laboratoire-là, j'adore ça. Et je dirais que c'est mon plus grand accomplissement à ce jour. Oui, généralement, c'est vraiment mes étudiants. C'est d'avoir formé, ça doit faire, je sais pas, c'est plus que 30, je dois être en 32, 33 doctorats. Là. C'est d'avoir formé des gens critiques, nuancés, puis brillants. Vraiment, là, c'est mon plus grand succès. Mais pour moi, ça a toujours été important d'avoir cette vision-là globale, cette vision globale que la famille et le travail, d'avoir une carrière, c'était 2 choses très importantes pour moi et que je voulais les mener de front, là, tous les 2 en même temps et d'avoir comme une vision intégrée de tout ça. Moi, je me lève le matin, là, j'ai hâte de me lever. Je me couche le soir, j'ai hâte de me réveiller le matin pour me lever. Puis là, j'attends que les enfants se lèvent. Là, je travaille, j'adore ça. Mais j'arrive aussi, la fin de semaine, à complètement tout couper. Même si je me suis souvent fait dire, ben là, t'es prof d'université, tu devrais travailler les fins de semaine, tout le monde le fait. Oui, peut-être que tout le monde le fait, mais moi, je le fais pas. Parce que si je commence à empiéter sur mes fins de semaine et sur mes vacances, ben là, je fais quoi avec ma famille, qui est mon autre priorité? Donc, pour moi, c'est vraiment important. Quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Quand je travaille, je travaille. Comme 3e question, on se demandait quelles ont été les plus grandes disparités entre les hommes et les femmes durant votre parcours en recherche? C'est sûr que j'ai vécu quelques accros. C'est-à-dire des collègues masculins qui vont commenter comment je m'habille, mon physique. Donc, au lieu de commenter mes idées, ils vont commenter ce que j'ai l'air, ce qui est tout à fait inacceptable et aussi très malaisant. Mais j'ai rien vécu de majeur que je vous dirais que j'ai eu des bâtons dans les roues. Moi, j'ai pas souffert d'avoir été une femme en recherche. OK? Je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir eu moins de bourses ou moins de subventions, moins. Je trouve que les femmes, on a tendance à avoir un petit peu plus de doutes sur nos compétences. À un moment donné, on faisait des tables rondes, puis on discutait de défis et d'accomplissements en sciences pour tout le monde, puis la notion du syndrome de l'imposteur a été soulevée, puis ça m'a vraiment surpris que même des femmes que moi, je regarde comme étant des dièses de la science, puis que je suis comme, oh mon Dieu, si je peux être comme toi, je vais avoir un succès énorme, puis ma vie va être cette. Ça fait 25 ans qu'ils sont en recherche, ça fait 25 ans qu'ils ont des succès, puis ou 30, je sais pas combien, là, ça fait, leur carrière est établie, puis ils ont quand même le syndrome de mon Dieu, je sais pas ce que je fais, puis je me doute. Tandis que les hommes parlent un petit peu moins de ça, du doute de soi, puis de l'imposteur. Pour qu'une femme accepte de venir parler d'un sujet à la radio, il faut qu'elle connaisse le sujet par cœur. Tu sais, tu dis, viens parler de la grenouille. Elle dit, non, je travaille sur la patte droite. Il dit, oui, mais tu es capable de parler de la grenouille. Non, moi, je peux te parler de la patte droite, mais pas de la grenouille au complet. Les gars sont pas comme ça. Ah, la grenouille, pas de problème. Je peux te parler des serpents, si tu veux. Je peux te parler de... Ils ont une confiance en eux qui dépasse beaucoup celle des femmes. Et c'est très apparent parce que c'est des bons vendeurs. Parce que cette confiance-là
permet de te vendre, tu sais. Donc, ils font plus de vulgarisation, ils font plus de, tu sais, ils sont plus dans les médias. C'est vraiment un privilège de pouvoir appartenir à une société qui valorise l'équité et l'égalité et une institution aussi qui valorise ces valeurs-là. Ils ont, par exemple, à l'Université de Montréal, ils ont établi un système de primes. Ils se sont rendus compte que les femmes appliquaient moins, en avaient moins que les hommes. Donc, ils ont tout revu leur système puis ils incitaient les femmes à appliquer. Donc, je serais curieuse de voir les statistiques aujourd'hui, mais il y a vraiment un effort qui est fait pour ça. Je pense que quand je suis arrivée à l'université, ça m'a quand même marqué parce qu'en faisant un bac en psychologie, ben, c'est clair qu'il y avait plus de filles sur les bancs d'école que d'hommes. Et la majorité du corps professoral était masculin. Donc, déjà, on voyait une différence. Mais même si c'est encore le cas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes au bac, plus de femmes que d'hommes, ce qu'on remarque aussi, c'est que de plus en plus, le corps professoral tend à être plus équilibré là, en termes de hommes-femmes. Quand je suis arrivée à l'UQAM en neuropsychologie, toute la section, c'était des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Okay? J'étais la seule femme en 92. La première femme qu'il y a eu dans la section, c'est Isabelle Soulière en 2012. Donc, j'ai passé 20 ans, pas de filles dans ma section. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas désagréable, mes collègues étaient absolument adorables, tout ça, mais on forme juste des filles. Ouais, pas juste des filles, mais on forme quand même une majorité de femmes. Ça veut dire que ces femmes-là, il y avait juste moi comme modèle. C'est quand même pas énorme, tu sais. Il y en avait heureusement en psychologie, il y avait plus de femmes, mais même à ça, il n'y avait pas beaucoup de femmes, même en psychologie clinique, par rapport aux hommes, au nombre d'hommes. Et donc, quand Isabelle est arrivée, bien, ça a changé ma vie. Parce que là, je me suis dit, mon Dieu que c'est le fun! En fait, c'est que c'est beaucoup plus plaisant. Puis là, quand Marie-France est arrivée, Marie-Julie, là, on est 4 filles, 5 gars. On est presque à parité. C'est vraiment plus agréable. C'est vraiment plus agréable parce que on voit pas les choses de la même façon. On les discute pas de la même façon. C'est pas parce que c'est désagréable avec les hommes. C'est juste que c'est différent. C'est plus fun. Donc, ça suggère qu'il y a de plus en plus de femmes qui réussissent à faire des carrières en recherche. Fait que ça, je pense que c'est un message important à transmettre à la génération future, là, que c'est possible d'être une femme et d'avoir une carrière en recherche. Puis, je pense qu'on est beaucoup forgé par les gens avec qui on travaille. Fait que moi, j'ai été chanceuse. Dès le départ, mes premières expériences en recherche ont été avec majoritairement des femmes fortes. Ma mentor principale, Sonia Lupien, qui est encore ma mentor à ce jour, c'est vraiment quelqu'un, tu sais, qui m'a appris à prendre ma place, de savoir, bon, prends ta place, écoute les autres, marche pas ses pieds des autres, mais fonce quand même. Il faut foncer dans le tas des fois un peu et savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis il faut pas non plus s'excuser de vouloir une carrière parce qu'on est une femme ou quoi que ce soit. T'sais. On a le droit autant que n'importe qui d'autre finalement. Donc ça a vraiment été bien. Donc ça a changé quand même. Les femmes ont fait changer les hommes. Il faut qu'on se rappelle là, qu'on est à notre place en étant chercheur puis en étant femme en sciences. Là. On est à notre place, puis on sait ce qu'on fait, puis on est bonne, puis on est capable de le faire. Puis il faut se le dire. Il faut se le dire souvent. Donc, par la suite, on se demandait quel a été votre plus grand défi en tant que femme chercheuse? Il y a certaines places où est-ce que j'hésite de foncer en raison du doute. Bien, je pense que c'est beaucoup le problème de confiance. Moi, ça a été vraiment ça. C'est passer par-dessus le syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment ça. Un autre défi pour moi était de balancer, parce que moi, j'ai pas d'enfants. Donc, un autre défi pour moi était de balancer quand est-ce et comment je pourrais avoir des enfants durant ma carrière. Donc, j'ai repoussé, pendant mon doctorat, l'idée d'avoir des enfants pour dire « Ah, je vais attendre, je suis pas capable maintenant, on va attendre après le doc. » Puis là, finalement, au post-doc, c'est « Ah ben là, j'ai pas de job, tu sais, j'ai pas de job stable. » Donc, on attend. Puis entre-temps, le temps avance. Fait que, tu sais, c'est un défi pour moi, ça a été de savoir quand et comment balancer famille et carrière. J'entends souvent dans mon bureau avec mes étudiantes en discutant c'est quand le meilleur moment, etc. Il n'y a pas de bon moment pour en avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir, mais si on en veut, il faut choisir le moment, puis juste y aller. Fait que si tu considères que c'est le bon moment dans ta vie,
ben go. Puis moi, je l'ai vu avec différentes collègues. Il y en a qui ont eu leur bébé une fois qu'ils étaient profs. Il y en a qui l'ont eu pendant le postdoc. Il y en a qui l'ont eu pendant le doctorat. Et tout ce beau monde-là a réussi à avoir des carrières en recherche. Alors, je pense que rendu là, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis de se permettre d'avoir une vie professionnelle et une vie personnelle remplie. Les deux se peuvent. Et il n'y a pas de raison de ne pas faire ce qu'on a envie. Donc, je vous ai parlé un peu plus tôt de ma vision globale, qui était vraiment de mener de front ma carrière et ma famille, de bien concilier tout ça. Et aussi d'être satisfaite dans ces deux domaines-là. Donc, d'arriver à un niveau de satisfaction là, dont je pouvais être fière, contente, heureuse. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai cet idéal-là, qu'il n'y a pas de sacrifice ou de compromis à faire. Donc, le quotidien est parsemé justement d'embûches. Fait que ça, c'est comme un défi que j'ai aussi, de ne pas minimiser mes succès juste parce que mes circonstances n'impliquent pas de balancement d'enfants avec carrière. Donc ça aussi, ça a été un défi pour moi. L'autre grand défi, ça a été de faire un postdoc. Je pense, dans ma tête, j'étais une clinicienne, j'étais une psychologue dans un hôpital. Je me sentais pas apte, en fait. Mais un autre défi, c'est de convaincre un entourage qui n'est pas en sciences que ma place est en sciences. Par exemple, là, je nommerai pas de nom non plus, mais quand j'ai obtenu mon prix Alice Wilson pour reconnaître mes accomplissements en étant femme en sciences, un commentaire m'a été soulevé en me disant « Ah, c'est plus facile d'obtenir ce prix-là parce que tu compétitionnes pas avec les hommes. Tu compétitionnes que les top femmes. » Je pense que si ce prix-là, bon, ça c'est peut-être mon biais à moi, mais je pense que si ce prix-là serait pour reconnaître hommes en sciences, le commentaire n'aurait jamais été dit. Il y a des cibles d'équité, diversité, inclusion sur différents prix, sur différentes réussites, etc., en recherche. Puis des fois, c'est de se faire questionner par des collègues en se disant « OK, bon, ben, ta réussite est attribuable au fait que tu es une femme, autrement, ce ne serait pas le cas. » Fait que ça, des fois, on gruge un petit peu par l'intérieur, mais c'est vraiment une minorité, puis je dirais que ces comportements-là tendent à disparaître. Puis finalement, je vous dirais, un des plus gros compromis ou sacrifices que j'ai dû faire, c'est carrément d'arrêter tout ce que je faisais sur le terrain, dans les pays en grand bouleversement, comme en Russie ou au Kyrgyzstan. Et puis j'ai travaillé beaucoup aussi pendant une dizaine d'années auprès des peuples autochtones. Donc j'allais là-bas pendant une semaine ou deux, quelques jours, mais avec une famille qui est grande et un enfant qui a besoin beaucoup de stabilité. C'était juste impossible pour moi de continuer ces projets-là. Mais je me suis toujours dit, puis c'est ce qui m'aide aussi à continuer, puis à intégrer tout ça, c'est que la carrière académique est quand même assez longue. C'est pas quelque chose qui se fait sur 1 an ou sur 5 ans ou sur même 10 ans. Donc, si on met quelque chose de côté, une dizaine d'années, on peut toujours y revenir après. Puis qui sait, il y a peut-être d'autres projets qui vont émerger qui sont tout aussi intéressants. Je pense qu'un des défis principaux auxquels je fais face présentement, c'est d'abord d'être un bon mentor puis un bon modèle pour mes étudiants et étudiantes, avec un petit focus sur mes étudiantes parce que je veux leur montrer aussi, pour moi c'est super important d'être un modèle pour les femmes en recherche, donc leur montrer que c'est possible, etc., mais aussi pas nécessairement leur montrer qu'un seul chemin. Tu sais, il y a plusieurs chemins au succès puis qui peuvent résulter dans des carrières en recherche, mais avec des profils différents, donc d'essayer le plus possible de les aider à aller où est-ce qu'elles veulent aller, puis même chose pour les gars également. Là. Et comme dernière question, c'est une question qu'on se pose vraiment souvent, Marjo et moi, nos collègues, et même des jeunes là, qui voudraient arriver là, puis faire une carrière en recherche. Donc, si vous pouviez retourner en arrière au début de votre carrière, quel conseil vous donneriez pour avoir une carrière en recherche qui est réussie en tant que femme? M'entourer de femmes. Ça, c'est vraiment la base. La base parce que c'est important. Parce qu'on a une solidarité parce qu'on a tous le même syndrome d'imposteur. De bien s'entourer, tant d'hommes que de femmes,
tant dans nos relations interpersonnelles ou personnelles, que les collègues avec qui on va travailler. Donc, s'entourer de gens qui peuvent nous soutenir, qui peuvent aussi nous conseiller, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, puis de dénoncer aussi s'il y a des choses qui se passent aussi. Donc, d'avoir ce soutien-là. S'entourer de bonnes personnes, puis quand on sent là, que c'est pas un beau milieu, puis qu'on n'évolue pas ou qu'on n'arrive pas à s'épanouir, je pense que c'est peut-être un signe qu'il faut aller voir ailleurs si on n'y est pas. Le deuxième conseil que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'être chercheuse. Il n'y a pas un profil type, donc chacun peut tracer sa ligne, son chemin. D'assumer aussi, de prendre le titre, d'assumer que ce qu'on fait est en fonction de nos valeurs, de notre façon de penser, et puis de le faire avec joie et cohérence aussi dans ce qu'on croit. Puis le reste va finir par suivre. Moi, ça a toujours été ma philosophie, puis je pense que ça serait peut-être un conseil important que les gens pourraient avoir. Avoir du plaisir, donc de faire ce qu'on aime. Puis si on fait ce qu'on aime, ben on ne commencera pas à compter nos heures ou à se dire, mon Dieu, que je travaille donc bien, parce que sinon, je pense que là, on va commencer à être malheureux. Quand je regarde une collègue, je peux me dire, waouh, elle est donc bien bonne, mais je vais juste regarder un aspect de sa carrière. Puis je vais dire, mais moi, je le fais pas. Puis je vais regarder une autre collègue, puis, ah non, elle fait ça, mais pas moi. Puis finalement, on peut passer notre carrière à être insatisfait ou insatisfaite. Donc, faire son chemin, les choses vont suivre, puis d'être heureux vraiment dans le quotidien et dans le processus. Pour moi, ça a été le cas qu'il y a des affaires que je n'ai pas fait parce que mes attentes sont plus bas. C'est parce que mes attentes, comme on minimise un peu nos compétences, nos capacités. Puis on se dit, non, je suis correcte de même. Fait qu'il y a des affaires que j'ai pas faites que j'aurais dû faire. Aie confiance en toi puis en tes capacités parce que t'es bonne, t'es fine, t'es capable. C'est comme... Crois en toi. Je pense que des fois, les limites puis les différences, les disparités qu'on observe des fois entre les hommes et les femmes, parfois c'est une question de confiance. Puis ça ne va pas te détruire au long terme. Tu peux gérer les négatifs et tu peux fêter les positifs. Fait que aie pas peur, fonce. Fait que ça serait un conseil que je me donnerais, là. Arrête d'avoir peur et fonce. Et lui, que je dirais que j'appliquerais dès le départ, de pas essayer de tout prévoir puis de savoir que, bon, telle année, ça va terminer, puis telle année, je vais partir en postdoc, puis l'autre année, je vais avoir mon poste. Puis la recherche, puis la vie en général, les faits d'imprévus, fait que des fois, d'être un petit peu moins sur le contrôle, d'essayer de tout prévoir à l'avance, finalement, c'est un autre scénario qui va se produire. Fait que de laisser les choses aller en se disant que si on travaille fort et de façon constante, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle ça ne pourrait pas fonctionner et que finalement, éventuellement, les choses vont se placer pour nous. Donc, de faire confiance un peu plus à la vie sans trop essayer de tout contrôler parce que dans le contrôle constamment, des fois, ça peut être un petit peu difficile sur le moral. Pour conclure cette journée-là, puis pour conclure ce projet-là, donc moi puis Justine, on voulait mentionner à quel point on a été inspirés, donc après chacune des femmes qui sont venues partager leur histoire avec nous, on s'était toujours un peu demandé, en tant que femme en recherche, c'est quoi notre place? Comment est-ce que notre parcours va jouer? Est-ce qu'on va avoir moins d'opportunités dépendamment des décisions qu'on prend par rapport à nos priorités? Ça a vraiment été quelque chose qui nous a souvent chicoté, qui nous chicote encore. Mais je vais vous avouer que le sentiment qu'on a après toutes ces réponses-là, puis je m'excuse pour l'anglicisme, là, mais le empowering que ça l'apporte est vraiment, vraiment exaltant. J'ai pas d'autres mots. Oui, et toutes les femmes qui sont venues, on tient vraiment à vous remercier. Ça a été inspirant. Puis c'est sûr que moi, dans mon parcours, les questions que j'avais aussi par rapport à la diversité, c'est sûr que moi, j'ai pas rencontré beaucoup de chercheurs ou chercheuses femmes noires. Donc, moi, j'ai été inspirée par toutes des femmes qui ne sont pas dans la même diversité culturelle que moi, qui sont quand même des femmes fortes, puis qui m'ont vraiment inspirée, puis qui me montrent que j'ai ma place en recherche. Mais moi, c'est quelque chose aussi, en écoutant là, tous ces discours-là, que c'est quelque chose que j'aimerais faire là, plus tard, c'est de continuer la recherche pour pouvoir inspirer là, des jeunes filles et des jeunes femmes là, qui proviennent de la même diversité culturelle que moi. Donc, pour conclure, on voulait vous souhaiter bonne journée internationale des femmes et des filles de sciences.